En juin 2011, en Meurthe-et-Moselle, David Tarsi a violé puis éviscéré sa femme au couteau de cuisine. Il a ensuite tué sa fille de 15 mois. Et une fois le massacre terminé, il est monté à l'étage pour violer sa fille de 6 ans. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de David Tarsi. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 5 juin 2011, dans une maison du village de Tuquenieux, en Meurthe-et-Moselle, les gendarmes découvrent les cadavres d'une mère et de son bébé. Au premier étage, la fille aînée de 6 ans, saine et sauve, est dans un état de choc. Et au milieu de ce bain de sang, le mari et le père, David Tarsi, qui dit « C'est moi, ouais. J'ai tué ma femme et ma fille. Mais je regrette. » Saisi pour le défendre, Maître Bernat, avocat pénaliste, hésite. Le dossier de M. Tarsi, en fait, il m'a été proposé à l'époque par un confrère, un jeune confrère qui avait été stagiaire dans mon cabinet, qui me dit « Écoute, j'ai été désigné dans un dossier, mais c'est un dossier extrêmement complexe, extrêmement violent, extrêmement difficile. » Les faits remontent à juin 2011, à Tuquenieux. Emmanuel, 33 ans, et sa petite fille de 15 mois sont retrouvés tués d'une vingtaine de coups de couteau. La jeune femme est violée, toutes les deux humiliées. David s'en prend alors au deuxième enfant, né d'une précédente union. Elle a 6 ans, il la viole, ne la tue pas. C'est la seule rescapée du drame. Et ma première réaction a été de lui dire « Mais non, il n'y a rien à faire, je connais déjà le résultat final. Quel que soit l'avocat qui plaidera ce dossier, de toute façon, il y changera rien. Donc je vois pas tellement l'intérêt de prendre ce dossier. » Et en fait, au départ, je l'ai pris pour moi. C'est-à-dire, je me suis dit, mais tu te prétends avocat pénaliste et puis en fait, tu refuses un dossier sous prétexte qu'il est a priori totalement indéfendable. Donc, je sais pas, je me suis dit, en fait, c'est un challenge. Il faut que je me frotte à ça et puis il faut que je vois ce que ça fait que de défendre l'indéfendable. Et je suis allé le rencontrer. Je monte au parloir du centre pénitentiaire de Nancy et je leur dis voilà, je viens voir Monsieur Tarsi. Alors ils me regardent tous, ils me disent ah mince. Je dis bah pourquoi mince? Ils me disent bah ça va être compliqué parce que du coup là on est obligé il y a une procédure spéciale. Monsieur Tarsi était placé dans une cellule évidemment individuelle compte tenu de la situation et de la nature des faits. Et que pour le conduire jusqu'à moi, il fallait bloquer tous les mouvements dans la prison. Évacuer tous les couloirs. Il n'y avait que le mouvement de Monsieur Tarsi jusqu'au parloir avocat, jusqu'à la pièce d'entretien avec moi. C'est vrai que c'était la première fois qu'on me faisait le coup vraiment de tout bloquer. Ça fait un peu l'impression d'être Clarisse et d'aller voir Hannibal Lecter, si vous voyez ce que je veux dire. Ça surprend un peu. Finalement, je tombe sur un homme, le crâne rasé, barbu, pas très grand. Enfin, c'est quelqu'un qui est très calme, assez peu causant, qui n'est pas non plus mutique et qui échange assez facilement. Monsieur Tarsi? Ouais. Je suis votre avocat, Maître Bernat.
Je vais assurer votre défense. Voilà, j'ai regardé le dossier. Je connais beaucoup de choses sur l'horreur des faits. J'ai vu ces selfies et ces photos que vous avez prises le soir du crime et je dois vous poser des questions pour comprendre. Ça vous va? Ah oui. On a les images, on a les photos de la scène, on a les procès-verbaux d'enquête, les rapports, on sait ce qui s'est passé, on connaît l'horreur des scènes qu'on a pu s'imaginer. Et puis on est là face à quelqu'un qui est posé tranquillement, qui d'emblée me dit ce qui s'est passé. C'est le diable qui m'a poussé à faire ça. Cette entité maléfique, ainsi qu'il l'appelait, qui venait régulièrement se poser sur son épaule. Il en ressentait le poids quand elle venait se poser sur son épaule et elle lui parlait et elle lui disait « Tu dois faire ça, tu dois tuer ta femme, tu dois tuer tes enfants, tu dois le faire, c'est comme ça. » Et il me disait qu'il résistait, qu'il arrivait à lutter, que parfois il finissait par réussir à la chasser, mais que ces derniers temps, ça devenait extrêmement difficile. Tu dois tuer ta femme et ta fille. Tu dois les découper, les éviscérer. Je veux voir du sang partout. Mais je peux pas faire ça. Vous vous rendez compte ce que vous me demandez de faire? Tu dois le faire, David. Tu dois. Donc ensuite, on évoque un peu les rapports d'expertise et il était assez fâché contre les rapports d'expertise parce que les rapports d'expertise disaient que comme le soir il avait bu de l'alcool, ça avait très certainement pu favoriser son passage à l'acte. Alors c'était pas forcément un argument de défense d'une très grande qualité, mais enfin c'était déjà ça, si vous voulez, pour l'avocat que j'étais. Et lui était très en colère parce qu'il me dit « Mais les experts disent n'importe quoi, j'ai bien dit dans mes dépositions que je n'avais pas bu au moment où je suis passé à l'acte, j'ai bu après. Donc il faut demander une contre-expertise. » Code B19. Lettre de David Tarsi à la juge d'instruction. Suite au rapport d'expertise du docteur Bockel, je souhaite faire une demande de contre-expertise en raison des points suivants. Je ne vois pas pourquoi le docteur Bockel me taxe de manipulateur. Ensuite, le passage à l'acte n'a pas été causé par une consommation excessive d'alcool. Avant les faits, je n'avais bu que 2 verres de vin ainsi qu'un apéritif, pas de quoi perdre le contrôle. Nous l'avons rencontré à la prison de Nancy, dans ce grand parloir très bien éclairé, une grande lumière. Docteur Alexandre Baratta, expert psychiatre. D'emblée, il se montre irrité, irritable, véhément, mais ce qui nous a marqué, c'était le contact, une froideur des affects totale, et surtout une véhémence, une sténicité, quelqu'un qui est assez colérique, qui s'énerve assez facilement lorsqu'il est frustré ou qu'il a le sentiment de ne pas être assez écouté. J'ai rencontré Monsieur Tarsi Davy en 3e position après que 2 précédents experts psychiatres l'aient rencontré. Alors il y avait eu un premier expert qui donnait des conclusions qui étaient tout à fait correctes et le problème c'est que Monsieur Tarsi contestait ces conclusions. Donc alors le premier expert psychiatre faisait une description assez fidèle au profil de personnalité de Monsieur Tarsi. Il décrivait notamment chez lui des traits pervers du caractère de type sadique.
Il explique qu'il est très impatient de nous voir parce que les 2 précédents experts auraient mal fait leur boulot. Code B 178. Lettre de David Tarsi à la juge d'instruction. Le docteur Henry dit qu'au moment des faits, je ne faisais pas l'objet de troubles psychiques ou neuropsychiques. Je ne suis pas du tout de cet avis, car j'étais suivi depuis 2010 au centre médico-psychologique de Briey, et je n'avais malheureusement pas eu le courage de dire que je subissais des flashs violents dans lesquels je me voyais tuer ma femme. Je ne cherche pas à me disculper, au contraire, j'assume la réalité. Mais il faut bien garder à l'esprit que je n'étais plus moi-même. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très commun, et pour cause, ce qui lui est reproché est d'une gravité extrême, et surtout, c'était la mise en scène du meurtre, finalement, et des viols qu'il a réalisés, qui posait question. J'avais pris connaissance du CD-ROM, qui comprenait toutes les pièces de procédure, donc on a tout un tas de photos. Il va se prendre en photo, en selfie, à côté de son épouse, donc elle avait les viscères à l'air, en train d'agoniser. Il se prend en photo en train d'introduire sa lampe torche Maglite dans le rectum de sa victime. Et pendant tout ce temps, il a encore une fille à l'étage, qui doit avoir très peur. Et donc, il expliquera qu'il aura plusieurs rapports sexuels avec le cadavre de sa femme dans la soirée. On a une scène de crime absolument épouvantable, d'une barbarie terrible. On ne peut pas se dire c'est l'œuvre de quelqu'un qui est sain d'esprit. Ça pouvait clairement évoquer l'œuvre d'un fou, d'un malade mental. Le premier expert conclura à l'absence de maladie mentale, le deuxième également. Donc la question qu'on se posait avec mes collègues avant de partir pour le rencontrer, c'était est-ce que nos collègues qui l'ont vu une première fois avant nous ne sont pas passés à côté d'une maladie mentale ? Bah non, il n'est pas fou, il n'est pas malade mental. En tout cas, chez lui, il n'y avait aucun élément pouvant faire suspecter une schizophrénie, clairement. Non. Donc il était vraiment pleinement conscient de ses actes. Il était pleinement conscient de ce qu'il faisait. Bah parce qu'on n'avait retrouvé aucun élément clinique. Un schizophrène, c'est quelqu'un qui est envahi par son délire. C'est quelqu'un qui déjà qui ne peut pas avoir de discussion cohérente. Alors, voir un schizophrène qui vous dit « je suis schizophrène, je suis fou », déjà, c'est rare en général. Quelqu'un qui souffre de schizophrénie va essayer de vous convaincre du contraire. Donc, non, ça peut paraître surprenant, vu la barbarie de ce qu'il a fait. Mais non, il n'y a pas que la folie qui peut être à l'origine d'actes barbares. Donc, on lui demande comment ça se passait avec les filles au collège et au lycée. Il me dit « ça se passait mal, hein, docteur, ça se passait très mal ». Pourquoi ? Parce que j'avais un look de hard rocker, j'avais les cheveux longs, gras, mon perfecto en cuir. On faisait beaucoup de hard rock, des chansons macabres. Docteur Alexandre Barata, expert psychiatre. Donc forcément, ça plaisait pas aux filles, en plus je picolais, donc c'était la merde. Enfin, c'est un terme qu'il utilise lui-même en disant c'était la merde avec les filles, ça marchait pas. Alors on lui demande ok, soit, où est-ce que vous répétiez ? Bah c'était dans le garage avec les copains, et ce groupe il avait un nom, oui, il s'appelait Z. C'est-à-dire Z, pourquoi l'avoir appelé Z ? Bon, à ce moment-là, je commençais à avoir une petite idée, mais je voulais avoir confirmation. Donc je lui demande, mais savoir avec quelque chose, un film ? Oui, avec le film Pulp Fiction. Personne ne tue personne dans mon établissement, à part moi et Z. Et Z, le voilà. Z, dans le film, c'est un motard qui a un ami qui tient une boutique de guitare, d'instruments de musique, et à la cave, en fait, il procède à des viols de personnes qui les enlèvent. Donc, ils enlèvent des personnes, ils les violent à la cave. Par lequel tu veux commencer ? Je me tâte. Ils font même appel à la crampe, donc un personnage qui sort d'un coffre complètement vêtu de cuir, et donc ils sodomisent leurs victimes. Amène la crampe. Je crois qu'elle pionce, la crampe. Ben alors, qu'est-ce que t'attends pour la réveiller, si elle pionce ?
Il est en pleine résonance émotionnelle, là. Il parle de son groupe de rock, il est à fond, il est lancé dedans, il parle de Z, le groupe qui sera nommé Malmaison ensuite, il est à fond. Hein, et à la limite, on a l'impression qu'on est là pour parler de son groupe de rock et pas du tout qu'on est en prison à parler d'un double meurtre. J'appelle 2 experts complètement défoncés au crack qui vont travailler nos 2 copains. Avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder. Est-ce que tu m'as entendu, espèce de porc ? Je suis très loin d'en avoir fini avec toi. Je vais te la jouer à la flamme, bien moyenâgeuse. Et voilà, donc ça renvoie déjà quand même à des pratiques sexuelles particulières. Hein, des hommes qui séquestrent d'autres hommes pour les sodomiser sous la contrainte. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de particulier. Et il était déjà dans cet état d'esprit au lycée. Code B22. Interrogatoire de curriculum vitae de David Tarsi. Mon enfance a été correcte. Mes parents étaient aimants. Entre mes 7 et 14 ans, l'ambiance était bonne à la maison, et puis ça a dégénéré avec des disputes sans violence entre mes parents. Mon frère était déjà parti de la maison quand il y a eu de plus grandes disputes. C'est à cette époque qu'il y a eu des phénomènes paranormaux qui ont pourri mon adolescence. Des fantômes, des portes qui claquent et des coups dans les murs. Ses parents devaient certainement avoir des croyances aussi dans ces phénomènes paranormaux. Donc il devait y avoir une ambiance familiale extrêmement lourde. Ça a dû favoriser son développement psycho-affectif un peu dysfonctionnel. Donc tout ça, ça aurait eu un impact sur sa scolarité. Il explique qu'il aurait redoublé sa classe de 6e à cause de ça. Donc voilà, il décrit quand même une enfance très perturbée. Il galérait à l'école, il galérait à la maison. Il a commencé la consommation d'alcool et de stupéfiants à l'âge de 17 ans, où il tapait dans l'héro, la cocaïne, le cannabis, où il buvait régulièrement du whisky. Quand il était jeune, ado, il ne se voyait pas du tout à travailler, avoir un emploi dans la sécurité. Lui, il voulait percer dans la musique. Il se voyait percer dans la musique avec son groupe. Il se revendique lui-même, ayant un goût particulier pour la musique inquiétante, et en expliquant qu'il aimait faire des chansons macabres qui renvoyaient au satanisme. Code B43. Rapport d'enquête de personnalité. Monsieur David Tarsi souhaitait parvenir à vivre de sa musique en étant auteur, compositeur, interprète. Faute d'avoir percé dans ce domaine, à 25 ans, il devient bagagiste. Période pendant laquelle il est victime d'une agression sexuelle commise par 3 hommes. Avant les faits, il était employé comme agent de sécurité. Il a connu sa première partenaire sexuelle tardivement, à 21 ans, lors de son service militaire. Donc avec des copains, il serait parti en vacances en Espagne, et c'est là qu'il aurait eu sa première expérience sexuelle. Et finalement, sa première partenaire intime, non tarifée, il l'a connue à 24 ans. Et surtout, ce n'est pas n'importe qui, Evelyne, une amie de sa propre mère, qui était âgée de 25 ans de plus que lui, et qui avait un enfant qui avait quasiment le même âge que lui. Donc là, ça s'est mal passé. Il nous explique d'ailleurs pendant l'expertise, pour reprendre ses termes, son fils, j'avais envie de lui exploser la gueule chaque fois que je le voyais. Si j'étais resté, ça serait mal passé avec lui. Il continuait quelques concerts de ci, de là, et lors d'un concert qu'il donnait un soir, il rencontre une femme, Marlène, qui à l'issue du concert l'invite à une soirée sadomaso. Il explique qu'il trouvait ça extrêmement beau, la beauté de la technique de bondage, l'ambiance satanique, ça lui plaisait beaucoup, avec des bougies, des drapeaux. C'est une ambiance qu'il a tenté de recréer le soir de son meurtre. Ça lui a fait découvrir quelque chose qu'il n'envisageait pas, et finalement ça ne le quittera plus. Ça a juste réveillé ses pulsions sexuelles déviantes, sadiques qu'il avait enfouies en lui, et que ce qui le faisait, finalement, ce qui l'excitait, ce qui le faisait bander, c'était pas tant les rapports sexuels, c'était des rapports sexuels violents. Lorsqu'il décrit ces flashs lumineux, ces flashs visuels, quand il se voit couper le sein de sa femme et que ça l'excite, ça n'a rien à voir avec des présences démoniaques. C'est lui qui les produit, ces pulsions. Alors finalement, en 2007, il rencontre sa future femme sur un site de rencontre mythique.
Il s'installe très rapidement avec sa compagne qui à l'époque travaillait comme institutrice. Il s'installe dans le village de Tuquenieu. Ils ont un bébé ensemble. La relation se passe relativement bien au début, mais rapidement connaît des difficultés financières importantes. Et c'est là que M. Tarcy bénéficie d'un suivi psychiatrique pendant quelques mois pour troubles dépressifs. Donc le couple traverse des problèmes financiers et sa compagne emprunte de plus en plus d'argent à ses parents pour subvenir aux besoins du couple. Et c'est difficile. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, que va survenir le double homicide. Plongé dans l'esprit des plus grands criminels, Ondelat raconte. Côte B sur Europe 1. Christophe Ondelat. Code B223. Expertise psychiatrique du docteur Baratta. David Tarcy tente la manipulation au travers de peurs suscitées chez l'autre, notamment quand il essaiera de nous impressionner en nous faisant part de son projet de tuer une crapule en détention. Je me rappelle que dans une expertise, on a un expert qui dit « Mais est-ce que là, elle est en train de vous dire de me tuer moi ?» Et il lui répond « Non, non, pas vous, mais un codétenu. En ce moment, je lutte parce que le diable est en train de me dire qu'il faut que je tue un codétenu. » Avec moi, ça s'est jamais passé comme ça. Maître Frédéric Bernat, avocat de David Tarcy. Et puis, il m'a beaucoup écrit aussi sur des registres quand même très ésotériques et qui étaient surtout extrêmement cultivés, très intelligents. Féru évidemment de psychanalyse et puis d'art gothique. Et il était fasciné par le satanisme. En revanche, ce qui pouvait quand même surprendre, pour ne pas dire choquer, c'était que il était quand même assez peu émotif. Je l'ai jamais vu verser une larme, j'ai rarement vu pleurer. Son ton variait assez peu, c'était toujours assez monocorde. C'était très clair, hein. Vous lui posiez une question, il répondait sans détour, c'était clair. Il n'y avait pas d'envolée, il n'y avait pas de pleurs inutiles ou de cris ou de choses comme ça. C'était toujours assez froid. Arrivé ce matin sous bonne escorte, le meurtrier présumé est aussitôt confronté à la réalité des lieux. Depuis 1 an, la scène de crime est restée en l'état et durant plus de 4 heures, la juge d'instruction va lui demander, mannequin à l'appui, de reproduire les gestes, les coups de couteau perpétrés le 5 juin dernier à l'encontre de sa femme et de sa fille de 15 mois. Des meurtres sordides qui auraient même été accompagnés de viols et d'attouchements, notamment sur son autre fille de 6 ans, seule rescapée de ce qu'il dit être un coup de folie. En fait, cette reconstitution, c'est un moment assez incroyable, puisqu'on arrive tous, on se retrouve tous devant cette maison qui n'a pas été ouverte depuis 8 ou 9 mois. Et là, elle est sous scellé, hein, et donc le juge donne le top et mon client donc est là, évidemment. On est dans le petit village donc où ça s'est passé, donc il est escorté, il a un gilet pare-balles partout, et puis on ouvre les scellés de cette maison là. On ouvre la porte d'entrée et d'entrée de jeu dans le couloir, on a une énorme traînée de sang qui est toujours là, qui est là depuis 9 mois et qui recouvre tout le couloir de l'entrée, puisque on sait dans les faits qu'il a traîné à plusieurs reprises le cadavre sanguinolent de sa femme agonisante au travers de la maison. Donc vous entrez, il y a du sang partout. Il y a des croix inversées dessinées sur les murs avec le sang de sa femme, puisqu'on sait qu'il a trempé sa main dans le sang de sa femme pour dessiner des symboles satanistes, à savoir des croix chrétiennes à l'envers. Il y a du sang partout, des giclées de sang dans la cuisine. Enfin, c'est saisissant, hein. La scène de crime est dingue. Il manque que les corps, quoi. Mais je veux dire, vous avez tout le reste. Le sang est là. Enfin, c'est. Donc je suis avec lui. Je lui dis bon ben vous êtes d'accord pour coopérer. Et lui il reste très calme. Oui. Et enfin je sais pas. Il arrive chez lui. Bon. Je dis pas qu'il a pas manifesté un petit peu d'émotion, mais on imagine que n'importe qui, dans un contexte comme celui-ci, revenant chez lui 9 mois après,
alors que la dernière fois qu'il était là, il a massacré tout le monde, aurait pu avoir... Non, il est resté relativement calme et serein, très coopératif. Ordonnance de mise en accusation. David Tarsi avait frappé sa femme devant leur fille dans la cuisine avec le couteau de cuisine. Une fois sa femme au sol, il avait pris la fillette pour l'emmener dans le salon où il lui avait donné la mort. Il était revenu dans la cuisine et avait ligoté sa femme aux chevilles et aux poignets. David Tarsi s'était ensuite assis sur le canapé et avait regardé sa femme agoniser avant de la libérer de ses liens et de la violer. Puis, il avait constaté sa mort. Il rejoue les scènes de manière très mécanique, sans aucune émotion et avec beaucoup de froideur. Et je sais, parce que j'étais avec évidemment, les gendarmes de la section de recherche. Je voyais qu'ils étaient saisis, quoi. Et ils me disaient, mais on n'a jamais vu ça de notre carrière. Le type reproduisait le meurtre de son bébé de 6 mois de manière totalement mécanique, quoi. Comme si on avait demandé à quelqu'un, un acteur, de jouer... Parce que vous savez, dans la reconstitution, quand l'auteur principal, ce qui est souvent le cas, refuse de jouer la scène, soit parce qu'il veut pas, parce qu'il dit je l'ai pas fait, soit parce qu'il dit c'est trop dur, j'y arrive pas, c'est trop d'émotion, on demande à un gendarme présent en disant veuillez s'il vous plaît mimer telle scène. Alors souvent ils le font de manière très mécanique, sauf que là il a totalement participé, il a montré comment il ligotait, comment il traînait, comment il poignardait, comment il avait violé, sans manifester le moindre crainte, la moindre émotion. C'était avec beaucoup de froideur, avec l'air un peu détaché comme ça. C'était saisissant, je peux vous le dire. C'est quelque chose pareil, c'est une expérience que j'ai pas vécue 2 fois dans ma carrière, et pourtant j'en ai vécu. Code B225. Rapport d'expertise du docteur Alexandre Baratta. Monsieur Tarsi appartient à la catégorie des meurtriers sexuels sadiques de par son mode opératoire. Il s'agit d'individus présentant des traits de personnalité évitantes ou schizotypiques, avec isolement social et faible estime de soi. Le crime est ritualisé, avec possibilité de décoration de la scène de crime en fonction des fantasmes et l'implication du cadavre dans les activités sexuelles. Code B162. Rapport d'expertise psychiatrique du docteur Jacques Henry. Son fonctionnement psychique associe des défenses névrotiques et des traits pervers. Froideur affective, tendance à la manipulation, déni de responsabilité. Une psychopathie, alors la psychopathie, c'est pas une maladie mentale, hein, c'est un trouble de la personnalité qui se caractérise notamment par une propension à la violence, par une propension à ne pas respecter les règles sociales établies, à voler. Alors il y a aussi des éléments en faveur d'une impulsivité, d'une absence d'empathie, d'une intolérance à la frustration, voilà, une facilité de passage à l'acte lorsqu'on est contrarié. Donc on retrouve très souvent la psychopathie chez les auteurs de violence. Là, la question était de savoir si est-ce qu'il y a une psychopathie chez lui ou pas. Et donc lorsqu'on veut bien faire les choses, on met en œuvre cette échelle de psychopathie. Alors l'échelle de psychopathie, c'est quelque chose que je mets régulièrement en œuvre dans mes expertises psychiatriques. C'est pour savoir si quelqu'un présente une vraie psychopathie prototypique ou pas. Alors chez lui, il y avait quand même quelques traits psychopathiques. Donc il avait un score de 20 sur 40 à l'échelle. Voilà, il y avait quand même une impulsivité, une labilité impulsive, une intolérance à la frustration, des tendances à la violence conjugale, à la consommation d'alcool, prise de stupéfiants. Donc il y avait quelques traits psychopathiques, mais ce n'était pas quelqu'un d'authentiquement psychopathe. Quatre ans après ce crime, David Tarsi est jugé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Jusqu'au bout, il assume. Personne ne doute du verdict.
même pas son avocat, qui n'a finalement qu'un objectif, démontrer que Tarsi n'est pas un monstre, parce qu'il pense que les monstres, ça n'existe pas. Bien sûr que ce dossier fait partie de ceux qui m'ont le plus marqué, et pour autant ça n'a pas été un des plus difficiles. Maître Frédéric Bernat, avocat de David Tarsi. Parce que finalement, j'avais pas peur, si je me plantais, de risquer de laisser condamner un innocent. Je savais que le combat était quasi perdu d'avance. Faites entrer l'accusé. Je ne le prépare pas du tout au procès. Vous pouvez pas préparer David Tarsi au procès. Il n'y a pas à le préparer au procès. David Tarsi, il est monolithique. David Tarsi, vous n'allez pas lui dire là il faudrait dire ci ou là il faudrait dire ça. David Tarsi, il n'est pas dans une logique de faire bonne ou mauvaise impression. David Tarsi, il est là pour expliquer ce qu'il a vécu et ressenti. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'il n'y avait aucun intérêt pour lui à maintenir cette version, puisque de toute façon, d'entrée de jeu, il savait qu'elle ne lui apportait aucun bénéfice sur le plan de sa défense. Il cherchait pas à se défendre, il cherchait à expliquer honnêtement ce qu'il avait vécu, ressenti, et pourquoi il en était arrivé à passer à l'acte. Et il tiendra cette position, et je le sais déjà, et d'ailleurs ça aurait été inutile d'essayer de faire autrement, donc je ne le prépare pas là-dessus. David Tarsi, on va le caricaturer d'entrée de jeu. Notamment l'avocat de la partie civile, qui va être caricatural, mais à la limite du décent, si vous voulez. C'est dommage de dire ça, parce que mon client est le monstre dans l'affaire, évidemment. Davy, 41 ans, tête rasée, lunettes sur le nez, reste le visage fermé dans son box. Un expert à la barre évoque des pulsions perverses à caractère sadique. Maître François Robinet, avocat des beaux-parents de David Tarsi. Il a admis son entière responsabilité. Il n'entend pas la contester. Cependant, il invoque l'existence de voies qui l'auraient poussé à commettre les crimes odieux qui lui sont aujourd'hui reprochés, mais il n'a pas manifesté le moindre remords. Côte B162. Expertise psychiatrique du docteur Jacques Henry. L'intéressé parle peu des victimes. Il s'exprime à leur égard sans chaleur affective, sans vibrato émotionnel, et ceci alors qu'il se targue d'une grande sensibilité dans le domaine de l'expression artistique. Son attitude lors de l'entretien témoigne d'un solide égocentrisme et d'une autocritique plus que médiocre. Il a toujours évoqué des remords énormes, qu'il était absolument désolé, qu'il s'en voulait terriblement, qu'il avait fait du mal aux gens qu'il aimait le plus au monde, etc. C'est vrai que dans son comportement, comme il restait toujours très froid, très monocorde, répondant sans détour aux questions de manière assez directe, sans faux semblant, mais sans aucune émotion. Alors on lui a reproché. Mais bon, il se serait battu comme un beau diable, on lui aurait reproché. Il aurait pleuré, on aurait dit qu'il pleurait sur son sort, on lui aurait reproché. Vous savez, dans ce genre de dossier, de toute façon, quelle que soit la manière dont il se comporte, je crois que rien ne lui aurait été épargné. Et puis, voilà, ces mots n'ont absolument pas été accueillis, on lui a rejeté, on l'a dit, on n'en veut pas. On veut pas de vos mots d'excuse et de compassion. Mais rien de ce qu'il pouvait dire ne pouvait satisfaire. Si vous voulez, il aurait pu dire n'importe quoi que de toute façon on l'aurait caricaturé. C'est-à-dire qu'en face, il y avait une telle haine, et je peux même le comprendre, de la part des victimes directes, que de toute façon, il aurait pu arriver habillé en tutu rose, il aurait pu faire dire tout et n'importe quoi. On ne voulait pas l'écouter ou l'entendre. C'est-à-dire que David Tarsi, il expliquait ce qu'il expliquait, et on se foutait de lui, quoi, en disant « Ah, c'est ça, vous avez vu Belzébuth, et alors, il vous a donné des nouvelles de Lucifer. » Enfin, c'était d'un ridicule, si vous voulez, absolu. Alors que ce type-là,
assumait totalement l'horreur de son crime. Et le crime était horrible, et personne, on n'est jamais venu, nous, remettre en cause ni la douleur, ni des familles des victimes, ni l'horreur du crime, etc. Mais lui n'avait pas le droit d'évoquer le fait qu'il avait pu être en souffrance. Lui n'avait pas le droit, il n'avait aucun droit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'entrée de jeu, on a dit de lui, vous êtes un monstre. Bon, une fois que vous avez dit ça, vous avez tout dit, pourquoi lui poser des questions, puisque c'est un monstre. Il n'appartient pas à notre humanité. Monstre, 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 vous n'avez que ce mot monstre à la bouche, mais mon client, c'est pas un monstre, et vous savez pourquoi ? Mon client, c'est pas un monstre, parce que je défends pas les monstres. Et vous savez pourquoi je défends pas les monstres ? Parce que vous ne jugez pas les monstres. Et vous ne jugez pas les monstres, pourquoi ? Parce que les monstres, ça n'existe pas. Et la justice des hommes, elle ne juge que des hommes. Et en fait, ça vous arrange bien.